À l'instant, on vous sert à présent l'info de la mi-journée. Le journal. Moussa Papa Aïdara. Mesdames, Messieurs, c'est 13h dimanche, la culture au cœur de l'actualité. Comme vous le savez, le président de la transition a décrété l'année 2025 comme l'année de la culture au Mali. Faire de la culture un axe central pour cette année et reconnaître son rôle essentiel. Cette nouvelle année s'annonce donc sous de belles couleurs pour le secteur de la culture au Mali, nous dira notre invité du jour, le ministre en charge de la culture. Monsieur Mahmoud Afé sera en direct avec nous dans quelques minutes pour nous décortiquer l'annonce du président de la transition. On fera une ouverture sur le monde pour parcourir les actualités, notamment en République démocratique du Congo, où le M23 s'empare de la ville clé de Massissi. Aux États-Unis, c'est la dernière étape du processus électoral avant l'investiture du nouveau président américain Donald Trump. Pendant ce temps, en Corée du Sud, il ne reste que 2 jours avant que le mandat d'arrêt délivré contre le président Yoon Suk-yeol n'expire. Les soldats de l'info se succéderont dans ce studio pour un décryptage plus édifiant. Et si vous voyez des fissures au niveau des pieds, cela peut être la kératodermie plantaire. Les personnes qui ont la peau sèche sont les plus exposées à cette maladie, surtout pendant la saison froide. La chronique santé a tout prévu, vous aurez des astuces pour éviter des lésions et aussi des idées sur le traitement de la maladie. Un peu de sport ne fera pas de mal à cette édition puisqu'il y a les compétitions africaines des clubs de la CAF. En Ligue des Champions, le Djoliba AC joue cet après-midi en déplacement contre Sagrada Esperanza d'Angola. Dans l'autre compétition de la Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako reçoit à domicile la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Mais avant le sport, les informations générales juste après cette bulle musicale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. D'abord, partons sur les pas de la délégation du ministère de l'Environnement qui poursuit sa mission dans la région de Bougouni. Elle s'est rendue à Denso, dans la commune de Koussa. La mine est en exploitation par la société CMC qui détient un permis environnemental, mais une partie de la population s'oppose à l'installation de la dite société dans la localité. Les explications de nos envoyés spéciaux, Aluseni Touré et Sambou Diakité. C'est en compagnie du maire de la commune de Koussa que la délégation s'est rendue sur les 2 sites pour constater le saccage des installations. Les détails sont fournis par le maire de la commune. Fodé Diakité. Il y a eu une concertation publique et presque tous les villages étaient présents. Tous les chefs de village étaient presque présents. Bon, à l'unanimité, ils ont accepté la mine. Donc pratiquement, c'est l'autre jour que les partenaires ont voulu démarrer les travaux et qu'il y a eu des personnes qui n'étaient pas, peut-être des mécontents, peut-être pratiquement qui n'ont pas adhéré peut-être, qui a causé ces désagréments. Il est détenteur du permis d'exploitation légalement signé par le ministre. La délégation a pris bonne note de la situation et se propose de l'étudier pour en tirer les conséquences qui s'imposent. Modibo Sako, chef de cabinet du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'est une société qui a obtenu un permis d'exploitation avec un permis environnemental en bonne et due forme. Mais malheureusement, ces permis, que ce soit le permis d'exploitation ou le permis environnemental, il y a des exigences, il y a des dates limites de péremption des 10 permis. Alors, la société a mis du temps à commencer les travaux. Et c'est ce qui a fait qu'au moment où elle s'apprêtait à réaliser les activités, ça s'est trouvé déjà que le permis était déjà périmé. Ce qui est sûr, le permis, il n'est plus valable. Le promoteur, s'il veut continuer l'activité, est tenu de reprendre les études d'impact environnemental. Et je suis qu'en reprenant ce processus, on va reprendre les consultations publiques. Donc peut-être à ce niveau, les populations pourraient manifester d'autres intérêts auxquels le promoteur est tenu d'accepter ou de s'engager pour pouvoir mener son activité. Parce que c'est un permis de 2021. On est en 2025. Dans les jours à venir, la société exploitatrice devra renouer avec les services compétents, histoire de redresser les choses. Bougouni, Aluseni Touré, Sambou Diakité pour l'ORTM. Je t'ai disant dans les titres, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a décrété l'année 2025 comme l'année de la culture au Mali.
Cette annonce a été faite lors du discours du Nouvel An du président, une décision qui suscite l'espoir des acteurs culturels maliens. Cette orientation reflète également un engagement fort à valoriser notre patrimoine, à soutenir la créativité et à promouvoir les échanges artistiques et culturels. Cette annonce du président intervient d'ailleurs environ un mois après la nomination de l'opérateur culturel Mahmoud Dafé à la tête du département de la culture. Et justement, monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme est en direct avec nous dans cette édition. Monsieur Mahmoud Dafé, bonjour. Bonjour. Bonne année à vous. Et déjà, que représente cette décision pour votre département, pour les artistes et les acteurs culturels du Mali? Merci, Lortem. Cette décision du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, est tout simplement historique pour le département et pour l'ensemble des acteurs et des artistes du secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme du Mali. Elle consacre le rôle essentiel de la culture dans le développement socio-économique du Mali et surtout l'édifice du Mali-Croix tant attendu. En effet, cette décision reflète une vision claire et un engagement fort des plus hautes autorités pour la valorisation de notre riche patrimoine et place surtout la culture comme une priorité nationale en 2025. C'est une opportunité unique offerte aux artistes, aux acteurs culturels et à l'ensemble en les engageant à se mobiliser. Cette année 2025 sera l'année de l'artisan malien. Cette année 2025 de la culture sera l'année de l'acteur du tourisme et de l'hôtellerie. Cette année sera l'année de l'acteur culturel, de l'artiste malien. C'est aussi une façon de réhabiliter et de reconnaître. C'est surtout une reconnaissance à ces secteurs et à ces animateurs, les praticiens, les usagers, que l'État au plus haut sommet reconnaît la pertinence et le rôle essentiel que la culture a joué dans nos traditions millénaires. Parce que vous vous rappelez pour l'histoire, ce qui a commencé depuis Ouagadougou avec, on dit en soninké, Koubido Birakore, c'était la première rencontre, grand rassemblement qui a abouti sur des premières lois qui ne sont pas très connues, qui ont continué, qui ont fait l'ébauche de Kouroukanfouka. Et donc après cela, on a eu Kouroukanfouka en 1235. Et donc maintenant, nous revenons avec cette décision de donner toute une année pour dire tout simplement que cette année vous appartient. Mais au-delà des acteurs culturels de l'artisanat et du tourisme, c'est aussi une invite à la jeunesse malienne, aux femmes, mais surtout comme il a dit bien dans son discours, la culture au quotidien, la culture est au cœur du quotidien du Malien et constitue pour nous un pilier pour bâtir le nouveau Mali. Justement, Cette année spéciale sera l'occasion de célébrer la culture dans sa diversité, dans toute son essence et sa quintessence sur toute l'étendue du territoire malien. Alors, monsieur le ministre, concrètement, à quoi va ressembler l'année 2025 culturellement? Est-ce qu'il y aura une floraison de festivals, d'activités culturelles, ou ce sera plutôt une année de grande réflexion, de structuration du secteur de la culture? Ça va être au-delà de la réflexion, parce que je pense qu'au Mali, on a eu tellement de réflexions, ça va être une grande année pour les talents d'abord. Ça va être l'année des talents artistiques et culturels du Mali, l'année de la professionnalisation du secteur, l'année où ce décret va signer le retour du Mali sur la scène internationale culturelle mondiale et sur l'agenda culturel mondial. Parce que des mémoires en Afrique, ça n'a jamais été décrété une année pour eux. Tous les pays voisins de tous les continents aujourd'hui regardent le Mali comme pionnier et à l'instar des premiers qui ont été à la base de l'OIA, de l'Union africaine aujourd'hui, nous sommes là pour essayer de rebâtir et redonner le Mali dans sa dimension qu'elle a la plus forte, parce que le Mali est une puissance culturelle mondiale dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, ce décret va permettre d'avoir une année de floraison. Ça veut dire que chaque acteur, chaque artiste, chaque jeune est aujourd'hui invité à concevoir son année culturelle à sa façon, conformément à sa propre vision. Parce que le président nous a donné un ombrella, un grand chapeau, et donc c'est à nous, acteurs, de donner un contenu. Bien sûr, il y a des programmes par rapport au département de la culture qui vont travailler pour mettre en œuvre tout ce qui va permettre de former l'individu, aller vers une société mieux structurée. Mais aujourd'hui, ça va être une année
de janvier. Et la première chose qu'on a posée comme jalon, et c'est d'abord, on s'est attaqué, le président, dans sa vision mémorielle, de redorer, de donner la gloire à nos anciens, de valoriser nos voyants guerriers. Nous avons commencé à donner la nouvelle dénomination dans nos rues, et tout ce qui participe à la construction citoyenne, mais surtout à reconstruire la mémoire africaine avec la valorisation. Donc, en plus de cela, nous allons avoir les États généraux de la culture. Le président nous invite à ouvrir, nous instruit d'ouvrir un débat national sur la culture avec les usagers, les praticiens. C'est au niveau de cette grande rencontre le jeudi 9, 10 et 11 janvier que nous allons travailler pour sortir un corpus de programmes, de vision, et ensemble nous allons avoir un groupe de travail sur l'année 2000 culturelle. Donc j'invite à mon tour l'ensemble des parties prenantes du secteur de la culture, du tourisme et de l'artisanat de commencer à réfléchir sur quel contenu nous allons ensemble, collectivement, donner un contenu et qui va permettre de hisser notre pays au firmament des grandes nations et de retourner, et nous pouvons dire assurément que l'âge d'or de la culture malienne s'annonce. Monsieur le ministre, alors vous avez parlé de la jeunesse tantôt, parce qu'on dit donner une culture du Mali-Croix à la jeunesse. Est-ce à travers votre propos, on doit comprendre que la jeunesse doit amener aujourd'hui des propositions d'activités culturelles et que le ministère serait disponible à accueillir tout cela? Non, surtout pas. C'est-à-dire quand on parle de Mali bien quoi, le président a toujours voulu inculquer les valeurs sociétales, les valeurs traditionnelles, les valeurs qui ont permis de construire. Nous devons de retrouver la fierté de nos traits culturels du passé. Pas tous, mais ceux qui permettent de construire l'avenir. L'en commun. Aujourd'hui, le président nous invite. Ça veut dire quoi concrètement? Ça voudrait dire que aujourd'hui, la jeunesse malienne doit être mieux aguerrie, bien formée, avec un bon mindset, avec une mentalité, c'est mental. Ça, c'est prendre en charge. C'est une question, le président nous invite à notre responsabilité. Il n'y aura pas de projet financier pour quelqu'un, c'est pas ça. Voilà. Aujourd'hui, nous devons prendre nos responsabilités en main. C'est notre culture, c'est notre âme, c'est notre sang. Ça nous appartient, c'est pour nous. C'est donc le président nous donne un cadre pour que nous puissions nous prendre en charge. La volonté politique pour montrer qu'aujourd'hui, c'est la priorité des priorités, c'est votre année. Et la législation, le ministre du département de la culture, son rôle et sa mission, c'est de créer des conditions optimales pour que l'action culturelle puisse s'exprimer avec toute la force et toute la valeur. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit en Bambara, Dambé, Mayani Dambé, le président souhaite qu'on retourne ces valeurs-là. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, cette culture qui est importée, qui a fait aujourd'hui qu'aujourd'hui notre culture est totalement agressée sur toute la ligne, nous devons de retrouver nos pratiques, nos valeurs de Orogna, de Bain, de Dambé. Dambé veut dire il faut avoir la limite dans toute chose. Très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons être des bons fils du Mali. Nous devons, comme nos pères, et nous devons travailler à s'affirmer. Surtout, nous devons exprimer nos talents. Le président invite au talent parce qu'il a dit la promotion accrue des talents maliens. C'est pour dire tout simplement que ceux qui ont des talents, les gens qui se forment, qui apprennent, qui se construisent. Parce que c'est comme cela. La difficulté toujours qu'on a eu dans notre pays, c'est qu'aujourd'hui, nous devons nous prendre en charge pour construire, pour se donner la main et aussi tisser les liens entre nous. Parce que quand on parle de culture, on parle de ressources de paix. Vous savez, la culture agit doublement sur le développement. Il y a le développement social et aussi la santé, l'éducation. Tout est culturel aujourd'hui. Donc l'économie est culturelle. Donc c'est pour dire tout simplement que le président revalorise, remet la culture à la place qu'elle devrait être depuis des années. Et je pense que cette place que le président de la République nous donne, nous devons de l'occuper et de se donner la main, de travailler ensemble pour l'amélioration de nos performances et pour que nous ayons un Malien excellent, que nous ayons cette année les plus grands intellectuels de la culture, les plus grands industriels de la culture, les plus grandes entreprises culturelles du Mali, les plus grandes entreprises artisanales dans le patrimoine. Le président nous invite à exploiter notre patrimoine, qui est un gisement culturel immense, inépuisable, le patrimoine culturel immatériel du Mali. Donc c'est pour dire tout simplement que, et c'est lui avant de terminer, de remercier le président de la République pour cette vision et pour nous avoir
donné cette année, pour nous avoir gratifié de cette année culturelle. Très bien, monsieur le ministre. Et je tiens à signaler que l'événement majeur que vous préparez en ce moment, c'est bien sûr ces états généraux des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Vous le dites tantôt, ça sera du 9 au 11 janvier. Et pour savoir justement que ces états généraux constituent un point de départ de cette année exceptionnelle, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Très bien. Absolument. C'est le point de départ, en fait, c'est l'acte 1, parce que vous savez, tout commence par le rassemblement, par l'écoute des uns des autres. Parce qu'aujourd'hui, il faut que nous, acteurs culturels, qu'on se parle, les artistes qu'on se retrouve, et qu'on se parle sans langue de bois, qu'on essaie de voir comment on peut construire nous-mêmes. Parce qu'il faut qu'on travaille pour nous-mêmes. Il faut qu'on arrête d'attendre quelqu'un qui va. On ne développe pas, on se développe. Il ne faut pas qu'on attende encore de l'extérieur de qui que ce soit. C'est notre responsabilité africaine, malienne, de se prendre en charge. Donc nous allons ouvrir ce grand débat national qui va aboutir sur l'élaboration d'une nouvelle politique culturelle qui va fixer un cap sur les 10 années culturelles du Mali. Parce que vous savez, l'action culturelle, il faut une cohérence dans les actions. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans le Mali dans les 5 ans en termes d'infrastructures culturelles? Qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que c'est cela, il faut regarder les pays voisins. Aujourd'hui, nous devrons avoir le développement, il faut la structuration, mais surtout, il faut l'investissement, il faut l'investissement structurel. Parce que si on n'a pas, pour développer la culture, il faut développer l'infrastructure culturelle. Donc nous allons avoir des infrastructures, nous allons travailler ensemble parce que pour avoir des infrastructures, donc nous allons avoir les meilleures productions de son, de lumière. Nous allons travailler sur des musées. Et le président a parlé de revitalisation des territoires. Et cette action, cette vision concerne l'ensemble des régions du Mali, en plus du district. Donc nous allons avoir des actions dans toutes les régions qui vont participer, qui vont permettre aux citoyens de retrouver ses valeurs, son d'abord, mais surtout de gagner de l'argent, de travailler, de créer des entreprises, parce que la culture, c'est les deux dimensions. Il y a la dimension développement social de la culture, mais il y a aussi la dimension développement de l'économie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et l'économie aujourd'hui, la culture est l'une des économies les plus performantes dans le monde, c'est connu. Donc aujourd'hui, le président nous invite à creuser, à travailler, à construire sur le patrimoine, comment est-ce qu'on peut, et donc c'est cette politique culturelle qui va définir tous ces éléments. Donc c'est ensemble que nous allons définir ces choses. Exactement. Donc, merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, monsieur Mamou Daffé, qu'on recevait dans cette édition. Vous pouvez rester sur votre position d'écoute puisqu'on reparle culture dans cette édition. 13h passées de 16 minutes. Restons dans cette lucarne de la culture tout en jetant un regard sur le rétroviseur. Les grands rendez-vous culturels ont été respectés en 2024 et des nouvelles initiatives ont vu le jour. La dynamique cadre avec les visions de l'AES, le changement à la tête du département, également l'arrivée des premiers touristes occidentaux à Tombouctou, les succès de nos artisans hors du pays. Bref, les mots qui caractérisent l'année 2024 s'appellent résilience, créativité et compétitivité. Retour sur les temps forts des activités culturelles, artisanales et touristiques de 2024 avec Cheikh Oumar Sangaré. 2024 qui s'achève confirme une fois de plus la capacité de résilience de la culture en toutes circonstances, mais aussi et surtout l'intérêt que la transition accorde au secteur. Le fait le plus marquant est la nomination de M. Mamou Daffé comme chef du département à la grande satisfaction des acteurs culturels. Globalement, 2024 a été riche en activités. Ainsi, après le succès de la reprise de la biennale artistique et culturelle à Mopti l'année passée, la Venise malienne a passé les témoins à la cité des 333 saints le 4 août 2024. Cela à travers la remise du fanion et l'arrivée de la mascotte à Tombouctou en vue de l'organisation de la biennale 2025. Celle qui se tiendra dans une ville où tout est culture et religion. Dans le même registre de sauvegarde du patrimoine, on note la célébration mi-octobre des Journées nationales du patrimoine culturel pour la première fois à Djenné. Objectif, répondre à l'agression répétée du patrimoine culturel dans cette cité classée patrimoine mondial. Cela sous le thème rôle et responsabilité des communautés et des collectivités territoriales dans la préservation et la gestion du patrimoine culturel. Andogoli Guindo, ancien ministre en charge de la culture. J'engage les autorités administratives,
politiques, les autorités et légitimité traditionnelles et coutumières et les communautés soucieuses du devenir de la cité millénaire à protéger et à conserver le bien ville ancienne de Djenné afin de le retirer de la liste du patrimoine mondial en péril. Et oui, pour les autorités de la transition, il faut sauvegarder le patrimoine matériel et s'inspirer de l'immatériel pour former un nouveau type de Malien, Mali Denkoura, en vue des nouveaux Mali, Mali Koura. C'est ce qui explique la tenue le 11 novembre de la Journée nationale des légitimités traditionnelles sous le thème « Rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles ». 2024 fut très symbolique dans la valorisation de nos langues ici et au-delà de nos frontières. En témoigne la première journée internationale de la langue soninké célébrée le 25 septembre. Ainsi, le soninké, notre maracacan, devient la deuxième langue africaine après les Kiswahili à obtenir une telle reconnaissance internationale sous l'égide de l'UNESCO. Courant 2024, Bamako a réaffirmé sa place de capitale de la photographie à travers la 14e édition des rencontres de Bamako sous le thème Kouma, la parole à la photo. Côté artisanat, le Mali a fait une participation honorable et remarquable au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou en tant que pays invité spécial et avec à la clé le Grand Prix du Faso, meilleur stand pays et le 3e prix de la créativité. Au Niger également, au Salon international de l'artisanat pour femmes SAFEM, le Mali est revenu avec le 3e prix stand pays. Au niveau national, l'on retient surtout la tenue de la première édition de la Semaine internationale de l'artisanat Touareg SIAT. En 2024, des décrets retiennent les attentions. Le premier, pris le 1er novembre 2024, désigne 26 artistes et hommes de lettres comme premiers bénéficiaires de la médaille du mérite des arts et de la culture. Et le deuxième porte sur la dénomination d'une trentaine de voies, places et établissements publics dans le district de Bamako. Le baptême symbolique fut présidé le mardi 24 décembre par le Premier ministre chef du gouvernement avec à ses côtés le ministre en charge de la culture à la place AES, désormais ex-place CEDEAO. Le ton des activités culturelles en 2024 fut donné par les festivals. Ainsi, le festival sur le Niger s'est tenu dans la ferveur des célébrations de ses 20 ans dans la cité de Balanzan. Juste avant, le festival culturel Ogobanya maintenait sa dynamique à la place du cinquantenaire. Tout au long de l'année, les festivals se sont déroulés un peu partout au Mali avec un cachet de souveraineté à l'image de la 5e édition des Journées textiles du Mali, Mali Finou, qui a porté le choix sur M. Dahagnas, directeur national de l'artisanat, comme champion Mali Finou de l'année. Le coup de poker en 2024 fut à coup sûr le retour des touristes occidentaux à Tombouctou et à l'occasion de la 9e édition du Festival du Vivre Ensemble. Un vent d'espoir qui donne le sourire au nouveau ministre en charge du tourisme. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous pouvons dire aujourd'hui, sans se tromper, Tombouctou is back, Tombouctou est de retour, la Renaissance est de retour. Et oui, l'espoir renaît pour le Mali dans une dynamique confédérale, ce qui explique la présence des autorités du Burkina Faso et du Niger dans plusieurs rencontres culturelles comme ici au CICB entre les 12 et les 14 décembre pour harmoniser les politiques et actions culturelles au sein de l'AES. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. À travers cette politique, nous allons avoir l'art comme outil de diplomatie, outil d'influence, mais surtout de promotion de nos États du Sahel. En termes de perspective, le ciel est dégagé et le nouveau chef d'orchestre du département annonce un diagnostic sans complaisance à travers les États généraux de la culture qui doivent se tenir courant janvier 2025. 13h23. Voyons à présent ce qui fait l'actualité sur le continent. Première escale, la Côte d'Ivoire. Un cargo chargé de nitrate d'ammonium a été placé sous surveillance renforcée et immobilisé à 22 km au large par les autorités ivoiriennes. Lassine Keïta vient de me rejoindre dans ce studio. Bonjour. Bonjour, Moussa Papaïda. Alors, l'arrivée de cette cargaison suscite une vive inquiétude dans le pays, n'est-ce pas? C'était un navire appelé Zirida, long de 180 mètres et large de 30 mètres,
transportant 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, une matière dangereuse utilisée comme fertilisant dans l'agriculture, dont 3 000 tonnes doivent être déchargées en Côte d'Ivoire. Ils devraient initialement accoster dans le port d'Abidjan lundi 6 janvier, mais ils restent pour l'instant immobilisés à 22 km au large à cause du danger lié à ce produit. Il s'agit d'une substance hautement inflammable qui était à l'origine de la terrible explosion dans le port de Beyrouth le 4 août 2020. Les autorités ivoiriennes ont immédiatement placé le bateau sous surveillance renforcée. Dans un communiqué, les responsables du port ont indiqué avoir ordonné au navire de rester en dehors des eaux territoriales ivoiriennes dans l'attente d'une nouvelle décision. Une réunion d'urgence doit se tenir lundi matin avec les propriétaires de la marchandise et les transporteurs pour un examen approfondi du sujet. L'arrivée de ce navire à Abidjan suscite une inquiétude en Côte d'Ivoire car, on s'y rappelle, le pays reste traumatisé par l'affaire du Probo Koala en 2006. Ces cargos affrétés par la société de courtage pétrolier suisse-néerlandaise Trafigura avait alors débarqué à l'époque où plus de 500 mètres cubes de déchets hautement toxiques issus d'hydrocarbures dans la capitale économique ivoirienne. La société Tommy les avait ensuite transférés dans les camions citernes, puis déversés dans une douzaine d'endroits. Au moins 17 personnes avaient trouvé la mort et des dizaines de milliers d'autres avaient été intoxiqués. En attendant de trouver une solution, les Ivoiriens sont dans la paire. Moussa Papa Aïdara. Merci Lassine Keïta, et j'espère que vous allez continuer à suivre ce dossier pour la rédaction. Nous allons voir un peu plus l'actualité sur le continent. J'accueille à présent Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour Moussa Papa Aïdara. Alors on fait le tour de quelques continents ensemble. D'abord en République démocratique du Congo, le M23 s'empare de la ville clé de Massissi. Et tout à fait, ce principal centre administratif du territoire du même nom est tombé hier au terme de 3 jours de violents affrontements avec l'armée congolaise. La chute de cette ville clé située à environ 80 km de l'ouest de Goma a conduit à un déplacement massif de la population. Restons dans la République démocratique du Congo où le gouvernement annonce le doublement du salaire minimum interprofessionnel garanti. Le ministre du Travail et de l'Emploi a signé un arrêté dans lequel la rémunération minimale va passer de 2,5 à 5 $ à compter du 1er février 2025. La mesure concernera aussi bien le secteur public que le secteur privé. En Haïti, les premiers contingents de soldats et de gendarmes d'Amérique latine sont arrivés vendredi à Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Il rejoint ainsi la mission de sécurité internationale pour appuyer la police locale à faire face aux gangs. Parmi les 83 agents arrivés, 8 soldats sont venus du Salvador et les 75 militaires du Guatemala. Ils ont été accueillis à l'aéroport international, tous en présence du président intérimaire d'Haïti, Leslie Voltaire. Aux États-Unis, 19 personnalités de la vie politique, sportive et culturelle reçoivent des mains du président Joe Biden la médaille présidentielle de la liberté. C'est la plus haute distinction qu'un civil peut recevoir. Elle récompense les contributions exemplaires à la prospérité, aux valeurs, à la sécurité des États-Unis ou encore à la paix dans le monde. Parmi les lauréats, il y a des célébrités comme le chanteur irlandais Bono, le footballeur argentin Lionel Messi ou encore le basketteur américain Magic Johnson. Nous restons aux États-Unis, dernière étape du processus électoral avant l'investiture du nouveau président américain Donald Trump. Oui, demain lundi à 13h, heure de Washington, la vice-présidente Kamala Harris va procéder à la certification des résultats de la présidentielle de novembre dernier. Elle ouvrira la session du Congrès consacrée à la confirmation de la victoire de son adversaire, le républicain Donald Trump. Kamala Harris est loin d'être la première candidate à la présidence à jouer le rôle traditionnel d'aide à la certification suite à une élection perdue. En 1961, Richard Nixon, alors vice-président, a vérifié les votes du président élu John Kennedy lors d'une session conjointe du Congrès. Allons en Corée du Sud. Il ne reste que 2 jours avant que le mandat d'arrêt délivré contre le président Yoon Suk-yeol n'expire. Une première tentative d'arrestation a échoué. La garde présidentielle semble décidée à protéger le président de l'État, du chef d'État pourtant suspendu. Le président par intérim, lui, reste silencieux sur le sujet.
En Chine, à présent, l'apparition des cas d'un virus humain inquiète. Les autorités se veulent rassurantes. Oui, le gouvernement assure que les cas de maladies respiratoires qui surviennent pendant l'hiver étaient moins graves cette année qu'il y a un an. Les pays connaîtraient une recrudescence des cas de métapneumovirus humain, ce qui fait craindre une nouvelle crise sanitaire après la pandémie de Covid-19. La maladie provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe et peut entraîner de graves problèmes respiratoires, en particulier chez les enfants et les personnes vulnérables dont le système immunitaire est affaibli. Terminons notre tour d'horizon au Qatar. Enfin, première visite du ministre syrien des Affaires étrangères au Qatar. Assad al-Shabani entame ce dimanche une visite officielle au Qatar, un premier déplacement dans les pays du Golfe depuis l'éviction du président Bachar el-Assad il y a plus d'un mois. Le Qatar a été le deuxième pays après la Turquie à ouvrir son ambassade dans la capitale syrienne après la chute du pouvoir en place. Merci Bourama Traoré pour toutes ces informations. L'avion est bien atterri. Alors, la Syrie, toujours dans l'actualité. Plus de 100 combattants ont été tués ces 2 derniers jours dans l'affrontement dans le nord de la Syrie entre factions armées soutenues par la Turquie et forces kurdes syriennes, a indiqué aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Vous suivez activement ce dossier syrien. Mohamed Sangaré qui vient de me rejoindre. Bonjour Mohamed. Bonjour Moussa Papa Aïdara. Alors, quelles sont les causes de ces combats entre ces 2 groupes? D'abord, les récents combats entre les factions pro-turques et les forces kurdes en Syrie résultent de facteurs interconnectés. D'une part, les factions pro-turques soutenues par Ankara cherchent à accroître leur influence dans le nord de la Syrie pour se positionner face aux forces kurdes qui ont été essentielles dans la lutte contre l'État islamique. De l'autre, les forces kurdes visent à protéger leur autonomie et le contrôle de leur territoire. Par ailleurs, la diversité ethnique de la Syrie nourrit des tensions, notamment entre Kurdes et groupes arabes pro-turcs qui s'affrontent pour le contrôle des zones stratégiques. Les dynamiques régionales amplifient également la situation. Les relations entre la Turquie, les États-Unis et d'autres acteurs internationaux qui soutiennent parfois les factions opposées compliquent davantage le contexte. Depuis vendredi soir, les combats autour de Manbij ont causé 101 morts, dont 85 membres de factions pro-turques et 16 des forces démocratiques syriennes FDS. Ces dernières ont repoussé plusieurs attaques des mercenaires turcs appuyés par des drones et aviation, mais les factions pro-turques intensifient leur offensive pour contrôler Manbij et Tal Rifa, entraînant ainsi de lourdes pertes. En résumé, les récentes confrontations en Syrie entre Kurdes et factions pro-turques naissent de luttes de pouvoir, de tensions ethniques, d'interventions militaires et de dynamiques géopolitiques complexes. La situation demeure volatile et nécessite l'attention constante de la communauté internationale. Moussa Papa Aïdara. Merci Mohamed Sangaré, un dossier syrien décortiqué par vous qui ressemblait aujourd'hui à un vrai Syrien. Le sport. Famrou Jourté, bonjour. Bonjour Moussa Papa Aïdara. Ça va? Très Bonne bien. année à vous. Merci, à toi pareillement. Alors, compétition africaine de clubs de la CAF en Ligue des Champions. Le Joliba assis juste après-midi en déplacement contre Sagrada Esperanza d'Angola. Oui, les Jolibis sont en Angola depuis vendredi soir. Ils jouent cet après-midi à 16h GMT contre Sagrada. Les 2 équipes visent une première victoire pour raviver l'espoir de qualification. Mais Aridjou Matina a suivi la dernière séance d'entraînement des Rouges de Bamako avant leur départ. Suivons. La dernière séance d'entraînement des Rouges de Bamako, jeudi 2 janvier, avant leur voyage en Angola pour affronter dimanche Esperanza Sagrada, s'est déroulée dans de parfaites conditions. Le groupe vit bien et ne pense qu'à la rencontre face au club angolais. Demba Marou Traoré, entraîneur du Djoliba Athletic Club. On va se déplacer sans 2 joueurs blessés, mais je pense que l'état d'esprit est au top. Les joueurs sont motivés et on compte aborder ce match avec la plus grande sérénité. Le Djoliba Athletic Club compte seulement 2 points après 3 journées et est donc obligé lors de cette 4e journée à faire un résultat chez Sagrada pour ne pas hypothéquer ses chances de qualification dans le groupe D. Brema Konaté, président de la section football du Djoliba Athletic Club. Les voyages sur l'Angola, c'est des trucs qui coûtent très cher. On a pris les billets à l'avance. On entame les matchs retour. Donc nous, on est confiants. Le mot d'ordre a été initié. C'est quoi? C'est aller engager les 3 points pour au moins relancer l'équipe. Car aujourd'hui, on a 2 points certes, mais le deuxième qui est Pyramide a 4 points.
Donc on peut gagner, espérer un faux pas de pyramide, on va récupérer la deuxième place. Demba Marou Traoré, entraîneur du Djoliba Athletic Club. Sur les 3 matchs, une défaite, 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls à domicile, je pense que la chance nous a beaucoup manqué. Sur le plan efficacité, ce n'était pas du tout bon. Donc je pense qu'entre-temps, on a beaucoup travaillé là-dessus, essayé d'amener beaucoup plus de combinaisons. On a ensuite récupéré l'avancante qui était blessé depuis un certain temps. Dieu merci, ça va. Maintenant, il tourne bien, il ne va pas se décourager. On a des compétiteurs, on va aller au charbon croyant maintenant gagner. Alou Doumbia, défenseur du Djoliba Athletic Club. Tant qu'il y a des chances, on va essayer de les saisir. On a eu une phase aller très compliquée, on va dire. On n'a pas pu remporter des victoires, mais on est optimiste. Au regard de la phase aller, les Djolibis ont brillé par leur manque d'efficacité, surtout à domicile. Mais avec le retour de certains éléments qui étaient blessés, dont l'expérimenté avant-centre Zoumana Sempara, l'espoir est de mise pour pouvoir trouver le fond des filets ce dimanche en Angola. Demba Marou Traoré, entraîneur du Djoliba Athletic Club. Le vainqueur peut espérer toujours se qualifier. Le vaincu va dire au revoir à la compétition. Et nous, on a envie d'aller au second tour. Donc on va tout donner sur ce match-ci pour remporter les 3 points. Après 3 matchs joués dans ce groupe D, c'est l'Espérance de Tunis qui est en tête avec 7 unités, suivi des Pyramides FC d'Égypte 4 points. Ensuite, Sagrada Esperanza 2 points, tout comme le Djoliba Athletic Club. C'est dire que les Rouges de Bamako, en cas de victoire ce dimanche, se relanceront dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Sagrada Esperanza Djoliba AC, c'est à 16h temps universel. Au même moment, le premier de ce groupe 2, l'Espérance de Tunis 7 points, se déplace en Égypte pour jouer contre le deuxième, Pyramides FC 4 points. Le dernier match de la 4e journée en Ligue des Champions mettra aux prises à 19h GMT Al Hilal du Soudan et Mouloudia Club d'Alger dans le groupe A. En ouverture de cette journée, vendredi, dans le groupe C, le CR Belouizdad d'Algérie a battu 1-0 à la Ligue d'Égypte. Hier samedi, Orlando Pirates d'Afrique du Sud a dominé le stade d'Abidjan par 3-0. Cette défaite élimine le club ivoirien. Dans le groupe A, après 2 nuls et une défaite lors de la phase aller, Young Africans de Tanzanie et de l'international malien Djigui Diarra s'est imposé 3-1 face au tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo et se relance dans la course à la qualification. Dans le groupe B, les Phares de Rabat ont gagné 2-0 contre Maniama Union de la RDC et le Raja Casablanca a pris le meilleur sur Mamelodi Sundowns par 1-0. Après 4 journées donc disputées dans ce groupe, toutes les formations peuvent prétendre à la qualification. Les Phares sont en tête avec 8 points, ils sont suivis par les Sundowns 5 points, le Raja 4 points et Maniama Union 3 unités. Alors, dans l'autre compétition, la Coupe de la Confédération, le stade malien Bamako reçoit à domicile la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Oui, le stade malien attend de pied ferme la RS Berkane ce dimanche. Lors du match aller à Berkane, les Marocains ont eu beaucoup de difficultés à se défaire des Blancs de Bamako avec une victoire sur le fil 1-0 grâce à un pénalty controversé transformé en fin de partie par Youssoufou Dayo. Seragatou Cissé est allé voir comment les stadistes ont préparé cette rencontre importantissime. Battu sur le fil 1-0 à Berkane au Maroc lors de la 3e journée par la Renaissance sportive, le stade malien de Bamako a tiré les enseignements et promis de rendre la monnaie aux visiteurs. Les Blancs se sont bien rodés au plan local, alternant le championnat national professionnel de Ligue 1 et les matchs amicaux. C'est donc une équipe du stade malien de Bamako en jambe 2e 4 points qui offrira son hospitalité aux Marocains premiers 9 points. Mamoudou Kanedi Mourlé, entraîneur du stade malien de Bamako. On a hâte de commencer ce match. C'est un match hyper compliqué, il ne faut pas accélérer. On va tout faire pour essayer de multiplier leur force par 0 pour qu'on puisse profiter de cette faiblesse marquée pour avoir ces 3 points. Hammam Mandia, milieu de terrain du stade malien de Bamako. C'est un match très décisif pour la qualification en quart de finale. Le stade malien de Bamako veut renouer avec la victoire à domicile après celle enregistrée en ouverture face à Stellenbosch d'Afrique du Sud. Hammam Mandia, milieu de terrain du stade malien de Bamako. Ce match, on le joue ici à Bamako, chez nous. Donc on va compter sur le public et nous-mêmes nos forces pour pouvoir gagner ce match, Inch'Allah. Mamoudou Kanedi Mourlé, entraîneur du stade malien de Bamako. C'est une équipe très technique, très organisée. Et nous, on a avec nos forces, nos moyens, on va les mettre les bâtons dans les roues pour qu'on puisse avoir les 3 points. La réception de la Renaissance sportive de Berkane ce dimanche à 19h est plus qu'un match pour le stade malien de Bamako. Il s'agira de triompher pour la première fois de l'histoire devant ces Marocains en 4 confrontations. Mamoudou Kanedi Mourlé, entraîneur du stade malien de Bamako. Ils ont gagné ce jeu, on va gagner chez nous. L'apport des supporters est demandé par le staff technique, les joueurs et la direction du club. Le duel stade malien de Bamako, Renaissance sportive de Berkane du Maroc est programmé ce dimanche 5 janvier 2025 à 19h au stade du 26 mars.
Voilà, invaincu jusqu'à présent avec 3 victoires, un résultat nul ou une victoire assurerait aux Marocains leur qualification pour les quarts, tandis que la bataille pour la seconde place devient plus concurrentielle que jamais. En Afrique du Sud, Stellenbosch reçoit le CD Lundasoul d'Angola, deux formations qui espèrent aussi continuer à progresser dans le tournoi. Le match Stade Malien de Bamako, Renaissance sportive Berkane du Maroc est à suivre sur ORTMD et la radio nationale et son réseau synchronisé à partir de 19h GMT. Dans le groupe A, concernant toujours cette coupe de la Confédération de la CAF, le CS Constantine accueille les Angolais de Bravos Domakis en Algérie. Un match crucial pour la lutte en tête. Constantine, Bravos et Simba de Tanzanie sont à égalité avec 6 points, rendant chaque résultat déterminant. Pendant ce temps, le CS Faxien, dernier sans aucun point, joue sa survie contre Simba dans une rencontre à ne pas à perdre. Champion en titre, l'USM Alger se déplace en Côte d'Ivoire pour affronter l'ASEC Mimosa, deuxième du groupe. Avec 7 points, les Algériens pourraient sceller leur qualification en cas de victoire. De son côté, Djaraf de Dakar reçoit Orapa United au Sénégal. Les deux équipes espérant leur première victoire en phase de groupe. Enfin, dans le groupe D, Zamalek du Caire et Al Masry s'affrontent dans un derby à fort enjeu à Alexandrie. Zamalek, leader avec 7 points, vise à conforter sa position, tandis qu'Al Masry a égalité de points avec Black Bulls, cherche à relancer sa campagne. Par ailleurs, Enimba affronte Black Bulls avec l'ambition de décrocher sa première victoire et de maintenir ses espoirs de qualification. Alors Famourou, toujours en football, Ligue 1 professionnelle du Mali, la 6e journée a commencé hier, n'est-ce pas? En effet, elle a commencé avec la rencontre entre Binga FC et AS Korofina. Les Rouges de Binga ont gagné 2-1 avec ce succès. Binga chipe la 3e place à l'AS Korofina. Les deux clubs ont 7 points chacun, mais les Rouges de Binga ont un match en moins et une meilleure différence de but, plus 1 contre 0 pour les Oranges de Korofina. Le reste du programme de la 6e journée prévoit 3 matchs demain lundi et 2 autres mardi 7 janvier. Le premier acte du classique du football malien en championnat cette saison, Stade Malien de Bamako contre Djoulbassi, est reporté en raison des compétitions interclubs de la CAF. Merci beaucoup Famourou Djourté pour toutes ces explications. La suite de cette édition, c'est juste après ce qui suit. Focus Santé. La kératodermie plantaire provoque des fissures au niveau des pieds. Les personnes qui ont la peau sèche sont les plus exposées à cette maladie, surtout pendant la saison froide. Si la kératodermie s'aggrave, elle peut rendre la marche difficile à cause des douleurs dues à la lésion. Comment soigner les fissures et quel comportement doit-on adopter pour éviter des lésions au niveau des pieds? Koumba Sissé nous dit tout dans sa chronique. Pendant la période de fraîcheur, beaucoup de personnes sont affectées par la kératodermie plantaire. Elle se manifeste par des fissures qui aboutissent souvent à des plaies. Cette plaie ne doit pas être négligée, sinon elle peut s'aggraver, voire se cancériser. Salasso, dermatologue. La kératodermie, c'est une hyperkératose qui est caractérisée par un épaississement, une induration, c'est-à-dire durcissement, ensuite des fissures aussi qui peuvent être multiples, ensuite des surinfections qui empêchent même souvent les malades à la marche. Plusieurs facteurs provoquent la kératodermie, mais actuellement la principale cause est la fraîcheur car elle provoque des assèchements de la peau, surtout la paume de la main et des pieds. Salasso. Pendant la saison froide, très généralement, les sécheresses de la peau s'aggravent en ce moment puisque le vent souffle. Ensuite, la peau a besoin d'être hydraté, alors qu'en cette période-là, donc il n'y a pas de chaleur, donc tout ce qui aggrave aussi la kératodermie, puisque les plantes des pieds deviennent secs. Il y a plusieurs causes, des causes telles que marche à pieds nus, ensuite des causes qui peuvent être aussi dues à certaines dermatoses telles que l'eczéma, le psoriasis. Certains types de peau sont les plus exposés à la kératodermie, une maladie qui peut être aussi héréditaire. C'est très généralement les peaux, on dit les peaux sèches. Les gens qui ont la peau sèche, c'est eux qui ont très généralement cette maladie-là. Mais cette maladie, dire que ça peut être dû à ça seulement, non, puisque c'est une maladie qui peut être héréditaire ou bien acquise par une forme génétique qu'on appelle transmission autosomique qui peut être dominant ou bien récessif. Ça peut être acquise aussi. La kératodermie plantaire se soigne, mais le traitement se fait par étapes. Salasso. Pour soigner la kératodermie, donc la première des choses d'abord,
c'est de voir si c'est surinfecté. Donc, s'il y a une surinfection, d'abord, il faut traiter la surinfection avec de l'antibiothérapie. Donc, après ça, il faut essayer de traiter la kératodermie en tant que telle. C'est-à-dire, comme c'est des endroits qui sont durs, donc il y a des fissures. Donc, après la guérison des petites plaies, donc, on va attaquer avec les vaselines salicylées qu'on appelle les kératolytiques. Vaseline salicylée ou vaseline allurée, on va jusqu'à 10 jusqu'à 30, 50% même souvent, voilà, pour les traitements. Donc, on dit aux malades d'appliquer les vaselines allurées ou les vaselines salicylées, d'appliquer matin et soir et mettre en occlusion, c'est-à-dire couvrir avec un gant au niveau des mains. Si au niveau des pieds, c'est de couvrir avec un chaussette, voilà, le matin comme la nuit. Quand on a cette maladie, donc, on donne des conseils aux patients de ne pas frotter les pieds là avec les pierres ponces, c'est-à-dire Sintrigekuru ou bien les brosses, puisque à force de frotter, l'endroit devient dur. Donc tout ce qui est dur est prédisposé à une fissure. Voilà, comme on dit, l'utilisation des pierres ponces ou des brosses est une pratique qui affaiblit davantage la peau des pieds et aggrave la plaie qui s'y trouve. Le mieux, c'est d'aller voir un dermatologue. Merci Kumba Sissi pour tous ces conseils. 45 minutes au-delà de 13h, ainsi prend fin ce journal. Présentation Moussa Papa Idara, tous les plaisirs étaient pour moi. Mise en onde bien assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne Amadi Sow, réalisation Lassine Keita, coordination Bourama Traoré. Merci à tous pour votre attention. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. Belle journée à tous sur les antennes de l'ERTM.